Tel fut donc l'itinéraire d'Albert Camus, l'une des figures les plus marquantes de l'après-guerre, l'écrivain de L'étranger, l'un des romans les plus lus au monde, mais aussi le philosophe de l'absurde et de la révolte, le résistant, le journaliste, l'homme de théâtre. Bienvenue à vous, Georges-Marc Benamou. C'est donc vous qui avez écrit et réalisé ce documentaire qui nous a fait découvrir ou redécouvrir les vies d'Albert Camus. Un mot sur ce film, peut-être pour commencer. Vous l'avez écrit et réalisé en 2020 avec des archives rares, on l'a vu, restaurées et colorisées d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Comment avez-vous trouvé ces images ? D'abord avec des très bons collaborateurs, Ouais. ça peut être, c'est vraiment un métier, quoi, les documentalistes images, et on a eu la chance de travailler avec des Biford et d'autres. On a eu la chance aussi d'avoir accès à des archives familiales qui ont été restaurées et gardées, je crois, dans un centre audiovisuel à Aix-en-Provence. Donc il y a une mémoire de ces années-là qui est heureusement conservée et qui font partie, comme Stéphane Zweig disait, disons, d'un monde d'hier. Quel a été votre propre itinéraire pour nous raconter Camus à travers ce film ? Écoutez, aussi loin que je me souvienne, et enfant, j'ai dû être camusien, quoi, sans intuitivement, d'abord par la naissance sur cette même terre qu'Albert Camus, peut-être une sympathie naturelle, et puis adolescent en lisant et en comprenant assez tôt, heureusement, grâce à lui, qu'il était l'intellectuel qui ne s'était pas trompé, à la différence de tous ceux qu'on va aduler sur la scène parisienne, sur la scène européenne, que ce soit les marxistes fous ou extrémistes, ou les gens qui vont justifier la terreur, comme Jean-Paul Sartre, ou que ce soit au contraire des gens qui sont engagés du côté du nazisme. Il est resté à distance de toutes les folies du XXe siècle, et il a, avec d'autres très rares, montré le cap. Oui, c'est l'intellectuel qui ne s'est pas trompé. Alors l'autre fois, dans un dîner un peu mondain, rive gauche, moi qui suis un provincial, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Oui, mais Sartre est plus brillant que Camus. » Alors peut-être qu'il est un meilleur voltigeur philosophique, mais il porte la responsabilité ou la complicité de la sympathie pour les totalitarismes qui ont tué Jean-Paul Sartre. Ce que vous aviez en commun avec Camus, vous l'avez dit à l'instant, c'est tout de même l'Algérie. Vous êtes né tout près d'Oran. Qui est longuement évoqué dans ce documentaire, évidemment, parce que Oran a beaucoup compté aussi pour Camus. Oui, Oran, c'est la ville, parce que lui vient d'Alger, c'est la ville où, après-guerre, il va, avec Francine Camus, qu'il vient d'épouser, s'installer après un passage en France. Et c'est là où il va voir se développer le Vichy, en fait, la collaboration en Algérie, qui était une très, très singulière, et où il va élaborer ce grand livre qu'est La Peste. Oui, La Peste, c'est la métaphore, en effet, du totalitarisme. C'est là aussi où il va, contre les ordres établis dont vous avez parlé tout à l'heure, décider d'enseigner dans des appartements mal chauffés à des enfants juifs qu'on a chassés des écoles, puisqu'ils étaient chassés des écoles par le gouvernement du maréchal Pétain, relayé complaisamment en Algérie par Végan et autres. Alors c'est vrai que Camus, c'est à la fois le journaliste, l'écrivain, le philosophe, l'homme de théâtre. Mais l'impression que ça donne après ce film, c'est surtout c'est un homme dans son époque et un homme engagé. Et ça très très rapidement finalement, avec évidemment ses prises de position, ses articles sur la Kabylie, qui auront un certain retentissement dans la presse algérienne, dans une partie de la presse algérienne. Son article, il a 26 ans, sur la misère en Kabylie, qui est publié en feuilleton dans Alger Républicain, est un séisme. C'est la première fois qu'on ose parler de ce peuple, qu'on confond avec les Arabes, de pouvoir établir un diagnostic presque anglo-saxon, factuel, de ces contrées reculées où la nourriture, l'éducation n'arrivent pas. Enfin, c'est un séisme, et c'est ce qu'il va faire que quelques temps plus tard, on va quasiment l'interdire de séjour en Algérie. Il sera persona non grata. Persona non grata. C'est quand même, je veux dire, on va dire sur Camus et l'Algérie tout et son contraire. On va dire qu'il est un gauchiste en 1939, et on va dire qu'il est
quasiment d'extrême droite au moment où De Gaulle va décider de l'indépendance. En fait, c'est faux. Il est véritablement à équidistance à la fois du colonialisme qu'il va condamner ou qu'il va essayer de transformer et des tentations totalitaires qui vont être développées par le FLN. Il est très proche, au contraire, des gens qui veulent inventer, et c'est sa grande utopie avec Pierre Mendès France, une sorte d'Afrique du Sud où cohabiteraient à égalité les communautés musulmanes, kabyles et européennes. Ce rêve qui va se fracasser en 1954 sur l'intransigeance à la fois du FLN et des gouvernements français. On va mourir de l'Algérie. Il disait j'ai mal à l'Algérie comme j'ai mal aux poumons, et on sait de quoi il souffrait. Donc c'est véritablement une souffrance qui va commencer à partir de 1955. Il tient un meeting à Alger pour soutenir Pierre Mendès France, qui a une solution pour l'Algérie, qui va peut-être arriver au pouvoir. Ça s'appelle le meeting de la trêve civile, où il va proposer à tous les habitants de l'Algérie, les Européens et les colonisés qui veulent se libérer, une trêve civile pour organiser une autre société. Contre l'engrenage terrorisme-répression. Et le terrorisme va l'emporter, le terrorisme du FLN qui répond non, et la guerre que va décider, sanglante, que va décider Guy Mollet. Donc, sa fin de vie de cet homme jeune, imaginez tant de vie, et il va mourir à un peu plus de 40 ans, va être faite de silence. À partir de 1955, il ne parle plus de cette souffrance, il reste silencieux, il s'éloigne de Paris, il y a des cabales contre lui, de la part des intellectuels sartriens et beauvoiriens. Il y a ce livre terrible. On va y revenir, bien entendu. Voilà, et il n'en parlera plus, sauf au moment du prix Nobel qu'on va lui remettre en 1957, où, d'ailleurs, quand on y pense, il dit « mais c'est trop injuste, c'est Malraux qui aurait dû avoir le prix Nobel. Quel intellectuel aujourd'hui pour avoir cette générosité ?» Et où il va surtout avoir ce cri du cœur qu'on aura mal interprété entre ma mère et la justice qui pose des bombes dans les bus d'Alger. Je préfère ma mère, sur laquelle on glosera, et que Catherine Camus, dans ce documentaire, la fille d'Albert Camus, explique admirablement. Alors cette fameuse trêve pour les civils n'aura pas de suite, malheureusement. On comprend bien, et vous l'avez dit à l'instant, hein, que évidemment lui prône l'égalité avec les Arabes, les Kabyles dans cette Algérie française de l'époque. Pour autant, il redoutait tout de même cette indépendance revendiquée par le FLN. Pourquoi ? La réponse est dans les faits. La première chose qui a été faite ça a été l'épuration des gens du FLN qui avaient une conscience politique, démocratique, très souvent des Kabyles d'ailleurs, qui ont été éradiqués. C'est l'islamo-marxisme qui va venir au pouvoir. C'est Moscou qui va tirer les rênes et qui continue à les tirer en Algérie. C'est la spoliation de tout un peuple par les trabandistes et la clique. C'est hélas cela. On aurait rêvé, et les anticolonialistes aurait rêvé d'une autre solution, d'un autre bonheur algérien. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, cette position n'a pas été forcément bien comprise, si on recontextualise? Et ce silence que vous évoquez après 55, 56, hein, et ce fameux appel de trêve pour les civils. Écoutez, c'était trop tard. C'était trop tard, et De Gaulle, plutôt que de chercher une solution avec des élites, enfin il l'a cherché avec des élites démocratiques algériennes qui ne sont pas apparues, puisque le FLN, comme un mouvement violent et politique, avait verrouillé, terrorisé et empêché toute autre solution. De Gaulle est pressé. De Gaulle n'accepte même pas certains accommodements qu'il aurait pu obtenir au moment des accords d'Évian et que défendait son Premier ministre Michel Debré. De Gaulle lâche vite. De Gaulle va mourir, ou en tout cas il a peur de la mort. Son frère vient de mourir. Il veut se débarrasser de l'Algérie. On peut le comprendre, mais cette hâte à se débarrasser de l'Algérie fait que des accords ont été d'abord pas respectés, les accords d'Évian, et que la relation s'est nouée dans une incompréhension, une haine qui
se poursuit jusqu'à aujourd'hui, hélas. Alors, il y a peut-être une autre période moins connue, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Camus résistant, c'est le Camus qui s'engage dans le mouvement Combat. Nous sommes en mars 1944, c'est une période terrible. Et ce fameux journal Combat qui tirera dans la clandestinité jusqu'à 250 000 exemplaires. Le Camus résistant de cette période, il est peut-être moins connu. Il est moins connu, je crois que ça... D'ailleurs, même les biographes connaissent mal cette période. Ça commence probablement un peu plus tôt, quand il va se réfugié parce qu'il a des problèmes de santé dans la région du centre de la France où les communautés protestantes protègent les Juifs, à Chambon-sur-Lignon. Donc c'est là qu'il commence, semble-t-il, à nouer des liens avec le mouvement Combat, et ça va se poursuivre à Paris, effectivement, avec une clandestinité de presse, disons. Il ne va pas tenir les armes, mais comme vous dites, tirer un journal à 250 000 exemplaires, avoir des rendez-vous à l'imprimerie, faire des comités de rédaction, en fait, tout ça est très risqué, et il va perdre beaucoup de camarades, en effet. On va maintenant passer un extrait du documentaire. C'est cette fameuse amitié puis dualité avec Jean-Paul Sartre. Regardez. Camus, depuis longtemps, a pris ses distances avec l'idéologie marxiste, aux grandes dames de son ami Sartre. Mais cette fois, Camus va frapper fort, avec un essai décisif, L'homme révolté. À contre-courant d'une gauche fascinée par Staline, Camus dénonce le goulag, l'idéologie de la violence politique, et par-delà, tous les totalitarismes qui menacent l'homme moderne. Alors, pour en revenir à la Seconde Guerre mondiale, et cette rencontre avec Sartre, elle a lieu en 1943. Là, c'est une amitié qui lie les deux hommes, c'est une véritable amitié. Oui, il y a une amitié qui passe par la littérature. Disons que ce sont deux jeunes romanciers. Camus a publié en 1940, on commence à parler de son roman L'étranger, etc. Ils vont passer beaucoup de nuits dans les caves de Saint-Germain-des-Prés parce qu'on s'amuse, on va danser même sous l'occupation. Et donc il y a une sorte de bande, Camus, Beauvoir, Sartre, etc. Tout ça va se passer dans une relative fraternité. Il va essayer, Sartre et Beauvoir vont fréquenter de loin le mouvement Combat, mais être beaucoup moins engagés aux grandes dames, semble-t-il, de Camus. Et c'est après que ça va se gâter, oui. Ça va se gâter surtout avec L'homme révolté, 1951. Où là, évidemment, Camus, vous l'avez dit tout à l'heure, prend largement ses distances avec le communisme, le totalitarisme, d'une manière générale. Et ça, là, c'est la rupture. Là, la rupture. À travers une correspondance, un échange dans les temps modernes, qui était la revue de Sartre. Sartre, c'est un chef de bande qui tient un certain nombre d'intellectuels, de porte-flingues, d'hommes, de femmes, etc. Il est une vraie idole à Saint-Germain-des-Prés. Et Camus est un homme seul, d'ailleurs, que certains sartriens vont mépriser parce qu'il n'est pas agrégé de philo, parce qu'il est le fils d'une femme de ménage et parce qu'il vient de cette contrée bizarre qu'est l'Algérie. On le méprise socialement aussi et on le méprise politiquement. Et il y a vraiment une volonté, même si Sartre est très ambigu, de Sartre et de ses affidés et de Beauvoir de tuer symboliquement Albert Camus de 51 à 56. Imaginez que dans Les Mandarins, Simone de Beauvoir attaque la vie privée de Sartre et il va susciter une réaction en chaîne qui va provoquer probablement ce qui est le premier suicide de Francine Camus. Elle l'attaque sur sa vie personnelle. Et elle recevra d'ailleurs le prix Goncourt pour Les Mandarins en 54. Absolument. Ouais. C'est un renégat aux yeux de cette bande que vous définissez comme telle. C'est un homme de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire, quand on regarde l'histoire aujourd'hui, comment on peut imaginer... Et de la même manière, ça bégaye aujourd'hui, quand on voit un écrivain sartrien, dans la lignée sartrienne, qui est Boualem-Sansal, que j'ai découvert grâce à Catherine Camus, il y a bientôt 20 ans. On dit de Boualem-Sansal, cet homme anti-totalitaire comme Camus, dans certains médias, qu'il est soutenu par la droite, voire l'extrême droite. Et que pour ce simple prétexte, c'est ce que dit à peu près Amnesty International, on ne doit pas se battre pour sa liberté. On disait la même chose d'Albert Camus. Oui, on l'a traité de fasciste parce qu'il combattait Staline. Vous évoquiez évidemment ce fameux prix Nobel de la littérature qui lui a été remis en 1957. C'est le deuxième extrait de ce documentaire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas.
Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Alors cette remise du prix Nobel sera l'occasion pour lui de rendre un fabuleux hommage aussi à son instituteur, Louis Germain, qui l'aura sorti de la misère, magnifique d'ailleurs. Cette misère algérienne. C'est un moment magnifique, cette lettre, en effet. Alors, il est prix Nobel, c'est la gloire. Malgré tout, il tombe dans une dépression. Expliquez-nous pourquoi cette dépression après ce couronnement, d'une certaine manière, dans le contexte qu'on a évoqué à l'instant. C'est étrange, en effet. Il connaît, après 57, après cette gloire incroyable, une période de dépression suicidaire. Enfin, il le raconte dans son journal. Il y a des... Est-ce que l'interprétation de Catherine Camus, c'est que c'était peut-être pas son monde, cette publicité mondiale, qu'on lui en demandait trop, qu'il y avait peut-être un sentiment d'illégitimité. Je vous disais en effet qu'il avait cette générosité, cette humilité, de dire mais en fait je l'ai pas mérité, c'est André Malraux qui aurait dû l'avoir. Et va commencer en effet une période, est-ce que c'est l'Algérie aussi qui le mine, est-ce que c'est cette pression, une période assez sombre pour lui, dont il ne sortira, me semble-t-il, que très peu de temps avant sa mort. Voilà le... Est-ce que la suite de l'histoire, il est mort à 46 ans, donc ce fameux 6 janvier 1960, dans cet accident de la route, est-ce que l'histoire lui a donné en partie raison, après coup, compte tenu de ses positions engagées, justement? Il l'aura mis en garde. Il aura mis en garde. Il aura été le premier à attirer l'attention de la Troisième République, qui n'entendra rien sur ce besoin d'égalité qui, s'il avait été établi au moment de Léon Blum, par exemple, aurait pu changer la face, en tout cas du nord de l'Afrique. Indice que c'est un rendez-vous manqué, effectivement. Un rendez-vous manqué. Il aura mis en garde avant le 1er novembre 54. Il aura mis en garde après contre la terreur qui vient. Il n'aura pas été écouté, mais l'histoire lui aura, hélas, donné raison. Il fallait réhabiliter Albert Camus avec ce film, par exemple. Il arrive à un moment de le... Bien sûr, mais il n'a pas besoin d'être réhabilité, mais naturellement, il s'impose. Il s'impose contre les cyniques, et je vous ai dit, les voltigeurs de la philosophie qui ont toujours pensé qu'il fallait faire des prouesses, quitte à laisser tuer des millions de gens à travers les totalitarismes. Il s'impose naturellement, il n'a pas besoin d'être réhabilité, mais il faut rappeler ces évidences. Merci beaucoup, Georges-Marc Benamou. Merci beaucoup pour ce film aussi. À l'occasion de ce débat doc aujourd'hui, vos réactions concernant Albert Camus, ça sera sur #débatdoc. Vous serez là, pourquoi pas, pour réagir à ce que seront ces réactions. Merci aussi à Félicité Gavalda, à Victoria Bellet, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée d'ailleurs, à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débat Doc, ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.